Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. L'actualité scientifique, c'est évidemment la même actualité que celle partout ailleurs. Nous sommes en février 2025 et Donald Trump fout le bordel dans tout ce dans quoi il met les doigts, il met le nez, il met les yeux, il met la tête. Alouette. Bonjour à toutes et à tous. Oui, l'actualité scientifique n'est pas exempt d'actualité politique parce que évidemment ça déborde un peu. Et là en ce moment, c'est Donald Trump, Donald Trump et Elon Musk qui ont décidé de faire des coupes budgétaires drastiques dans le budget nord-américain. L'Amérique du Nord étant évidemment le premier producteur scientifique. Enfin de recherche scientifique, c'est évidemment notre actualité scientifique va évidemment être impactée par tout ça. Et donc je vous mets là un article qui a été publié dans Nature en janvier 2025, fin janvier 2025, qui annonçait ce grand moment où Trump a déclaré que toutes les bourses fédérales étaient coupées, chose qui ne s'est pas produit finalement puisque c'était profondément illégal apparemment, mais bref. Ça ne s'est pas produit finalement, mais Trump et Elon Musk ont décidé de faire des grosses coupes budgétaires dans le budget recherche des États-Unis, et ça va avoir de très très lourds impacts, notamment sur la recherche fondamentale, puisque la recherche fondamentale est celle qui dépend le plus des fonds publics, puisque la recherche fondamentale par définition ne produit aucun brevet, ne produit aucune richesse immédiate. C'est le contraire de la recherche appliquée, si vous n'êtes pas familier de ce terme. Recherche fondamentale, c'est toutes les recherches qui ne produisent rien d'immédiat. Voilà. Donc la technologie, c'est pas ça. La médecine, c'est pas ça. c'est le reste. C'est le reste, et notamment la paléontologie. La paléontologie ne produisant aucune richesse immédiate. La paléontologie va être directement impactée par ce grand programme de Donald Trump de vouloir faire des coupes budgétaires dans le budget recherche. On ne sait pas encore comment. À l'heure où j'enregistre ce Paléo News, je ne sais pas encore comment. En tant que communauté scientifique, ne sait pas encore comment ça va se passer, parce qu'il y a ce qu'il veut faire et il y a ce qui est légal de faire, et il y a ce que ça reste une démocratie, les États-Unis, donc il y a aussi ce que le Congrès va l'autoriser à faire. Donc bref, c'est mal barré, on est bien d'accord que c'est plutôt mal barré, mais globalement, on sait pas trop comment ça va se produire en tant que communauté scientifique. Mes homologues américains, enfin en tout cas ceux que j'ai contactés, ont refusé de s'exprimer sur le sujet, d'une part parce qu'ils ont peur pour leur cul, et d'autre part parce qu'ils savent pas trop ce qui se passe. En réalité, même eux ne savent pas ce qui se passe, voilà. Mais nous déjà, même nous ici en Afrique du Sud, on en ressent les effets, puisque d'une part, il y a tout ce qui est aide à la recherche médicale, parce que même si la médecine peut produire des brevets et des médicaments et des machins qui peuvent se vendre, la médecine ça reste quand même un domaine qui dépend largement des financements publics. Et donc tout ce qui est USAID par exemple, qui était un grand programme d'aide à la recherche médicale dans le monde, partout dans le monde, qui était financé par l'argent public américain, ça a été coupé, ça c'est sûr. Donc ça a déjà des effets, des répercussions, notamment jusqu'en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui donc va essayer de tamponner cette perte d'argent avec son propre argent public, ce qui donc argent public qui va devoir être prélevé quelque part ailleurs. Et comme on va pas créer de nouveaux impôts de trop, parce que l'Afrique du Sud c'est quand même pas un pays où tu peux pressuriser la population de trop, on va prélever l'argent public là où il l'est déjà, à savoir la recherche fondamentale. Voilà. Donc on va prendre l'argent de la paléontologie, pas de la géologie parce que là il y a l'industrie minière. Mais bref, on va prendre l'argent là où il est, et ça va avoir des effets dominos en fait, c'est ce que j'essaie de vous dire là, c'est qu'il va y avoir un effet domino là où les gouvernements étrangers vont essayer de patcher les pertes dues au fait que les Américains ne les aident plus, ils vont prendre l'argent ailleurs. Et ça va aller dans les domaines de priorité moindres comme la paléontologie. Donc c'est comme ça que ça va affecter la paléontologie. Ça nous affecte déjà, on voit déjà que les postdocs qui étaient financés par les Américains, donc les postdocs qui sont des contrats précaires de chercheurs intérimaires, globalement, c'est des contrats précaires de chercheurs intérimaires, mais c'est eux qui produisent le gros de la recherche parce que justement ils n'ont pas d'attache
particulières, et notamment ils n'ont pas d'attache administrative, donc ils n'ont pas à faire de cours et ils n'ont pas à faire d'admin, et ça leur permet d'avoir plus de temps pour la recherche. Mais bon, bah du coup, les postdocs qui étaient financés par les États-Unis, bah paf, tiens, allez, bisous, Beko, rentre chez toi. Donc oui, il va y avoir des effets, des gros effets de ces coupes budgétaires, même si on sait pas encore exactement comment elles vont se manifester, mais on sait qu'ils veulent les faire et on sait qu'il va les faire. Et puis, il y a la fameuse liste des mots censurés, parce que oui, Trump rétablit la censure au nom de la liberté d'expression, je le rappelle. C'est Trump, au nom de la liberté d'expression, a rétabli la censure. Vous avez 2 heures pour comprendre cette phrase. Et donc, il a établi une liste de mots qui sont désormais interdits si vous êtes financé par les États-Unis. Enfin, dans les institutions américaines. Et cette liste de mots, elle a tout attrait à l'identité. Alors, pour l'instant, c'est l'identité surtout de genre. C'est surtout une liste de mots qui a attrait à l'identité de genre, qui ont attrait à l'identité sexuelle. Voilà, est-ce que vous vous identifiez comme étant mâle, femelle, homosexuel, hétérosexuel, bi, enfin tout ça. Donc c'est une liste de mots qui est plutôt attrait à ce type d'identité. Mais ça a quand même attrait à l'identité. Et vous savez vous savez qu'est-ce qui a aussi attrait à l'identité? L'évolution humaine. L'évolution humaine, pam, elle est déjà dans le collimateur. Elle est déjà dans le collimateur et je pense que la prochaine étape, s'il arrive à faire passer cette dinguerie, mais à l'évidence, il y a déjà des articles qui ont été complètement réécrits parce que justement ils étaient dans les tuyaux et qui contenaient ces mots-là. Il y a déjà des articles qui ont dû être réécrits à cause de ça, donc a priori c'est en train de passer. Mandax avait d'ailleurs pointé ça du doigt en disant c'est en train de passer avec une facilité assez déconcertante d'ailleurs. Qui pointe vers une certaine forme de passivité du monde scientifique. Alors le monde scientifique n'est pas passif, mais c'est juste qu'on ne sait même pas quoi faire en fait, c'est surtout ça. On ne sait même pas comment réagir, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que l'évolution humaine sera dans le collimateur très bientôt, parce que c'est cette crise identitaire, la fameuse crise identitaire des gens de l'extrême droite, qui fait que bah voilà, dès qu'on touche un petit peu à leur identité, ils sont pas contents. Et donc la prochaine étape, ça va être d'interdire les mots, d'interdire certains mots, qui vont avoir attrait à l'évolution humaine. Et on sait à quel point les groupes, les lobbies créationnistes font pression sur l'extrême droite. Hein. C'est un secret pour personne, certainement pas en Amérique du Nord. Enfin, c'est certainement pas un secret en Amérique du Nord où ils font ça très ouvertement depuis très longtemps. Donc, c'est chaud, c'est super chaud. L'ère Trump de la science. Sera merdique ou ne sera pas. Hein. Les 5 prochaines années vont être chaudes à souhait. Non, c'est 4 ou 5 ans le mandat d'un président américain. C'est trop long de toute façon, quelle que soit la réponse, c'est trop long. Et surtout, avec tout ça, un autre effet qui se coule sur la paléontologie, bah, ça veut dire que si on coupe les fonds publics à la paléonto, eh ben, ça va largement favoriser les recherches financées par de l'argent privé. Bon, bah, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est exactement ça qu'ils veulent. Ils veulent des recherches financées par l'argent privé, et l'argent privé en paléontologie, c'est le pillage. Donc ça va favoriser le pillage. Et on se dirige, si ça passe, une fois de plus, on se dirige vers une ère de recherche paléontologique financée par des grands instituts de pillage du patrimoine paléontologique, avec beaucoup de trucs qui vont être déterrés et vendus aux enchères, et pas beaucoup qui vont être publiés dans des revues à comité de lecture. Alors, la publication en revue à comité de lecture n'est pas une fin en soi, je le rappelle, mais par contre, ça rend la connaissance publique. Et rendre la connaissance publique, ce n'est pas une priorité des vendeurs de fossiles. Pas du tout, même. Donc voilà, l'ère de recherche vers laquelle on se dirige. Et, ah oui, et le dernier, évidemment, on parlait la dernière fois de la crise des publications, hein, avec Journal of Human Evolution, qui devenait de plus en plus prédateur. Bon bah ça par contre je sais pas ce que ça va donner. Peut-être un des effets bénéfiques de la politique de Trump, parce qu'il faut aussi le dire, ça peut avoir des effets bénéfiques. L'un des effets bénéfiques, c'est qu'on est complètement en train de couper l'herbe sous le pied de ces revues
de ces revues qui font de l'argent sur les financements de recherche. Donc je vous renvoie vers le dernier Paléo News pour ça, pour une explication plus complète, mais en gros, s'il y a plus d'argent pour la recherche, il y a plus d'argent pour publier. Voilà. Donc le système de publication tel qu'il existe aujourd'hui, sachant que, encore une fois, les États-Unis sont les premiers producteurs de recherche, bah s'il y a plus d'argent pour la recherche, il y a plus d'argent pour les publications, et s'il y a plus d'argent pour les publications, les revues, elles vont faire wahoo. Donc ça va peut-être accélérer l'implosion annoncée, voire espérée, du système de publication scientifique. Donc ce sera peut-être l'effet qui se coule bénéfique de cette histoire. Pourquoi pas, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Un autre effet qui se coule de la politique de Trump, on passe à un article qui a été publié dans The Telegraph, auquel je n'ai pas eu accès, mais bon, c'est pas grave, il y avait un résumé sur Twitter, je vous mettrai un lien vers ce résumé sur Twitter. En gros, c'est un article de quelqu'un qui est très envieux de la politique de Trump, qui est un Britannique, qui s'appelle William Sitwell, qui est très envieux de la politique de Trump et qui en appelle du coup à une gestion trumpienne des musées en Angleterre. Et donc Trump fait des émules ailleurs dans le monde, c'est un secret pour personne non plus. Et c'est un article qui est profondément complètement qui est trumpien quoi, c'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Le mec appelle littéralement les gens non mais maintenant il faut que les étrangers qui viennent voir nos dinosaures payent plus cher pour visiter nos musées à nous. Et moi du coup de rappeler sur Twitter que tes dinosaures à toi sont à 80% pas tes dinosaures à toi, en fait c'est des dinosaures, surtout en Angleterre, surtout dans les musées britanniques, ce sont des dinosaures qui viennent de ton empire colonial. Donc techniquement ce sont pas tes dinosaures. Ou alors ce ne sont que techniquement tes dinosaures. Vous prenez la phrase comme vous le voulez, reposez-la après, c'est ça le principal. Et c'est juste comment tu fais pour oublier le fait que les richesses de tes musées viennent de ton empire colonial? Ou encore pire, de ne pas l'oublier et de décréter mais c'est quand même à nous. Enfin bref, Trump fait des émules, et certainement pas pour le meilleur. Donc ça aura pas que une incidence, c'est aussi juste pour dire que ça n'aura pas d'incidence que sur la science américaine. Pas du tout. Il y aura des effets, il y aura un effet domino, il y a un effet domino annoncé. Ça va faire des vagues, des bonnes grosses déferlantes sur nos tronches partout dans le monde, et ça va être triste, mesdames et messieurs, ça va être très triste. Des bonnes nouvelles? Non, toujours pas de bonnes nouvelles, avec cette annonce. Donc les plus vieilles roches connues sur Terre sont désormais inaccessibles aux chercheurs parce qu'une armée de sacs à merde est venue tout défoncer sur les affleurements qui sont sur une réserve inuit. Voilà. Donc les Inuits ont dit maintenant vous venez plus chez nous. Tous les scientifiques, voilà. Maintenant vous venez plus chez nous. Parce qu'évidemment les mecs qui sont venus dépouiller, ils se sont présentés comme étant des scientifiques. Vous imaginez bien que les pilleurs n'arrivent pas en disant bonjour, on vient piller. Ils arrivent en disant bonjour, on est scientifique, on vient faire des prélèvements entre guillemets. Et là ils défoncent tout au marteau-piqueur et puis ils s'en vont. Ils vont revendre ça sur eBay en disant c'est les plus vieilles roches du monde, ça vaut des millions. Donc ils vont se faire des couilles en or en faisant ça, et maintenant les scientifiques ne peuvent plus accéder à ces roches qui ont 4 milliards d'années, qui sont les plus vieilles roches sur Terre, qui nous ont tout appris depuis les plus vieilles formes de vie jusqu'à la formation de notre planète. Désormais, on peut se les coller sous le bras parce qu'une armée de sacs à fouiller a fait de la merde, voilà. Et ça c'est c'est avant Trump, ils ont pas attendu Trump. Mais comme je vous l'ai expliqué plus haut, le fait que les fonds privés vont devenir de plus en plus importants dans la recherche à cause de la politique de Trump ne va rien arranger à ce genre de comportement. Un peu de bonnes nouvelles, c'est bon. Allez, on a fini avec les mauvaises nouvelles. Un peu de bonnes nouvelles. Si vous voulez voir Lucy, le vrai squelette de Lucy, faut savoir que le vrai squelette de Lucy ne quitte pas souvent son coffre-fort à Addis Abeba. Donc, si vous voulez voir le vrai squelette de Lucy, il sera bientôt à Prague. Voilà, il sera bientôt en exposition à Prague. Bon, je sais, Prague, c'est pas le musée de l'homme, c'est sûr, c'est pas la porte à côté, mais ça reste accessible en bus, en train, en avion low cost, donc si vous voulez aller le voir,
ce sera l'opportunité. C'est pas souvent que ces fossiles sont exposés au public. Bonne nouvelle toujours avec la publication dans Geodiversitas, donc la revue du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, de paléontologie en particulier, d'une grande revue de la littérature sur les sauriens du Jurassique découverts dans le nord-est de la France depuis le XVIIIe siècle en gros, donc depuis les années 1700. C'est quelqu'un qui a fait ses devoirs et qui allait piocher dans les archives pour nous déterrer des découvertes donc de reptiles dinosauriens, crocodiliens, etc., qui datent du Jurassique et qui viennent de cette région-là, donc le grand bassin jurassique du nord-est de la France, avec des découvertes qui remontent jusque dans les années 1700, donc c'est assez impressionnant le travail qui a été accompli là. Donc si l'histoire des sciences vous intéresse et si l'histoire de la paléontologie en France vous intéresse, je vous invite à aller lire cet article. C'est tout en français. C'est tout en français, donc je vais pas en commenter plus que ça. C'est un très très joli, c'est de la belle ouvrage. C'est de la belle ouvrage et vous pouvez y aller les yeux fermés. Bah non, évidemment il faut lire, mais fermez pas les yeux. Passons maintenant à l'actualité scientifique pure et dure, et on commence par une catégorie non pas évolution humaine comme pourrait vous l'indiquer ce titre, mais à une catégorie modérez votre enthousiasme. Oui, parce qu'il y avait un petit peu d'enthousiasme, hein, pour toutes les mauvaises nouvelles que je vous ai annoncées jusqu'à présent, il y avait un petit peu d'enthousiasme, mais il s'avère que la presse a peut-être un petit peu exagéré les news. A peut-être un petit peu exagéré à quel point on aurait dû être hypé par certaines découvertes. Donc on va faire une grande catégorie, modérer votre enthousiasme, et on commence avec l'oreille interne de Néandertal. Alors cette étude, publiée dans Nature Communications sur l'oreille interne de Néandertal, sur l'étude notamment des canaux semi-circulaires, qui sont la partie de l'oreille interne qui vous donne votre sens de l'équilibre, en gros, hein. Bon, alors il y a une grande étude qui a été faite sur la variabilité de ces canaux semi-circulaires chez Néandertal à travers le temps, c'est ce qui vous est représenté là. Et ça a fini dans les médias, ça a fini sous la forme, on a découvert que la démographie de l'homme de Néandertal a chuté autour de je sais même plus d'ailleurs quand est-ce qu'ils disent, c'est autour de 200 000 ou de 400 000 ans, peu importe. Peu importe parce que mais quel est le rapport? Alors, c'est pas la faute aux médias pour une fois. C'est pas la faute aux médias. Le rapport entre la démographie et la morphologie de l'oreille interne est fait par les auteurs de cet article, donc c'est bel et bien leur conclusion. Ils ont regardé la diversité de l'oreille interne, en gros, la diversité morphologique de l'oreille interne, et notamment des canaux semi-circulaires, et ils font le raccourci, en gros, que à un moment de l'évolution de Néandertal, il y a eu une baisse de la diversité de la morphologie des canaux semi-circulaires. Alors, ils ont fait ça par des mesures, hein, notamment de la géométrie morphométrique. Et ils ont fait le raccourci que cette baisse de la diversité morphologique était égale à une baisse de la diversité génétique chez Néandertal. Et ça c'est problématique parce que déjà d'une, il n'y a pas de rapport direct entre la baisse, enfin il n'y a jamais de rapport direct qui a été fait entre la morphologie de l'oreille interne et la diversité génétique. Il n'y a pas de littérature là-dessus. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de littérature. Donc peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'il n'y en a pas, mais s'il existe un lien, il n'a pas encore été démontré. C'est ça que je veux dire. Donc s'il existe un lien entre la morphologie de l'oreille et la diversité génétique, on ne le connaît pas, ce lien. On ne sait pas s'il existe. Donc c'est un raccourci. Et pour ceux qui se diraient, oui, la diversité génétique, je veux dire, c'est les gènes qui codent pour la morphologie, donc s'il y a plus de gènes, il y a plus de morphologies différentes. C'est pas comme ça que ça marche, la génétique. Hélas. Déjà, ça voudrait dire un gène égale un caractère, ce dont on sait n'est pas vrai. Mais c'est surtout le problème quand on fait baisser la diversité génétique, on augmente la dérive génétique. Donc on augmente l'évolution par dérive génétique. Et quand on augmente l'évolution par dérive génétique, on fait baisser la sélection naturelle. C'est la dérive génétique, c'est le contraire d'une évolution guidée par la sélection naturelle. Or, la sélection naturelle, c'est elle qui flingue tout ce qui dépasse en termes de diversité. Morphologique, j'entends. Donc la sélection naturelle, elle va voir de la diversité morphologique et elle va flinguer tout ce qui dépasse. Bam, 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 bam. Et donc, quand il y a de la diversité génétique, au contraire, la morphologie est très stable.
Et à l'inverse, quand il n'y a pas beaucoup de diversité génétique, donc pendant un événement de dérive génétique, là, la sélection naturelle est plus faible, elle n'arrive pas à flinguer ce qui dépasse, et donc on voit une relaxation de la sélection naturelle qui va de pair avec une augmentation de la diversité morphologique. Ça a été notamment mis en évidence sur les canaux semi-circulaires des paresseux, par exemple. Les paresseux, ils se déplacent tellement lentement que leur oreille interne ne subit que très peu de sélection naturelle, et par conséquent, leur oreille interne varie, enfin, et leurs canaux semi-circulaires surtout varient dans toutes les directions, on s'en fout, puisque de toute façon, quelle que soit la morphologie des canaux semi-circulaires, ça ne change rien à l'équilibre de nos paresseux qui se déplacent ultra lentement. Donc ça, ça par contre, ça a été démontré. Voilà, quand il y a pas sélection naturelle sur l'oreille interne, effectivement, devient la morphologie de l'oreille interne devient très diversifiée. Du coup, ce raccourci oreille interne avec moins de diversité, enfin oreille interne avec moins de diversité égale population avec moins de diversité génétique, c'est un gros raccourci, qui doit être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire que peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ceci étant dit, je penche beaucoup plus pour le peut-être ben que non, comme vous avez pu vous en rendre compte, hein, évidemment. Je penche beaucoup plus sur le peut-être ben que non à cause d'une phrase en particulier ici. Nous ne trouvons pas de preuves, c'est une des dernières phrases de l'article, nous ne trouvons pas de preuves d'un effet de goulot d'étranglement similaire pour un autre événement en gros de goulot d'étranglement qui a été mis en évidence durant une période qui s'appelle le MIS 8.6, qui a été mise en évidence par des modèles et notamment par de la génétique. Donc quand il y a un vrai goulet d'étranglement génétique, ça ne se reflète pas sur l'oreille interne, nous disent-ils dans une de leurs dernières phrases de conclusion. Bon je crois que ça enterre un peu leur conclusion du coup, hélas. Donc hélas pour eux. Donc à mon avis, les conclusions de cet article sont à prendre plus qu'avec des pincettes. Voilà, c'est pour ça qu'il finit dans la catégorie on modère son enthousiasme. On continue avec la modération de l'enthousiasme, un article qui a été publié par le chercheur français et ses collègues Clément Zanoli, publié dans Journal of Human Evolution, tiens, on en parlait tout à l'heure, publié dans Journal of Human Evolution, c'est un article qui nous décrit une nouvelle espèce du genre Paranthropus, donc l'Australopithèque robuste, une espèce très très proche de Paranthropus robustus qui aurait vécu à peu près au même temps, qui aurait vécu à peu près au même endroit il y a 1,4 million d'années dans le sud de l'Afrique et qui s'appellerait Paranthropus capensis. Ce qui en soi déjà est pas un nom donc je suis pas très fan du nom parce que le capensis c'est le Cap. Or celui-là il a été trouvé à côté de Johannesburg. Donc c'est pas la colonie du Cap, le Capensis, ça fait normalement référence à l'ancienne colonie du Cap anglaise, qui n'incluait pas, du coup, Johannesburg. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir appelé cette espèce Capensis. Ceci dit, Rothengensis, qui est le vrai nom de la région où se trouve Johannesburg, est déjà pris par une autre espèce d'hominidés, Homo rothengensis, que personne ne connaît d'ailleurs. Mais bref, je m'égare. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris Capensis, mais bref. Et donc là où il faut modérer son enthousiasme, c'est que c'est ça, hein, Paranthropus capensis, c'est juste une mâchoire dont les dents sont légèrement différentes de celles de Paranthropus robustus. Voilà. Donc je ne conteste pas le fait que ce soit effectivement une nouvelle espèce. Ça, de toute façon, j'ai pas les compétences pour le faire. Les dents sont effectivement différentes de celles de Paranthropus robustus. Je suis tout à fait d'accord, mais bon, ça reste une espèce qui est représentée par assez peu de matériel pour l'instant. C'est juste une mâchoire. Donc c'est très difficile de faire des grandes théories biologiques sur cette espèce. On peut être à peu près sûr, vu la taille des molaires, que c'était un herbivore, comme les autres espèces de Paranthropus, qu'il était très très proche de Paranthropus robustus. Je sais pas, j'imagine que si on l'avait croisé là comme ça vivant, on en aurait peut-être fait une sous-espèce de Paranthropus robustus. S'il était vivant, j'entends, et si on avait accès à ses gènes. Mais là, comme ça, bon, y a pas fifou.
dans les nouvelles, quoi. C'est pas du beau matériel comme quand on a un Homo naledi qui a été annoncé, quoi. C'est pour ça que on modère son enthousiasme, parce que c'est pas non plus du gros matériel qui a été découvert. On modère son enthousiasme toujours avec Bastétodon, dont les médias nous ont annoncé fièrement un prédateur redoutable qui dominait les écosystèmes africains il y a 30 millions d'années ou je sais pas quoi. Non. Alors Bastétodon, il y a 30 millions d'années, c'était effectivement un prédateur, oui, mais son crâne, il fait la taille du crâne d'une hyène. D'ailleurs, il fait partie de la famille des hyénodontidés, hein, justement parce que ces prédateurs ressemblaient beaucoup à des hyènes. C'était un prédateur, oui, mais de taille raisonnable sans être gigantesque. Alors, c'est un cousin de Megistotherium et de Simbacoubois qui, à leur époque, ont été les plus grands prédateurs d'Afrique, et même certains des mammifères carnivores les plus gros, enfin mammifères carnivores terrestres les plus gros du monde. Megistotherium et Simbacoubois, donc respectivement fin de l'Oligocène et début du Miocène. Donc c'était des animaux géants, eux, mais Bastétodon, lui, il est de taille tout à fait normale, et voilà quoi. Donc ce qu'il y a de révolutionnaire dans cet article, c'est pas Bastétodon lui-même, c'est cette immense phylogénie, ta sœur, cette monstrueuse phylogénie de tous les hyénodontidés qu'on attendait depuis depuis 150 ans. Une phylogénie géante des hyénodontidés, ça faisait des centaines d'années qu'on l'attendait celle-là, et ça y est, elle est sortie. Bon, c'est normal, en même temps, c'est l'équipe de Eric Seifert qui s'est spécialisée dans les phylogénies monstrueuses. Donc là, ça y est, on a notre phylogénie des hyénodontidés, une phylogénie qui a l'air d'avoir du sens en plus, parce que donc il n'y a pas beaucoup de moyens d'évaluer la qualité d'une phylogénie sur des caractères morphologiques quand on est face à des fossiles, hein, puisqu'on peut pas la comparer à une phylogénie basée sur l'ADN. Donc on peut pas, si on peut pas comparer deux phylogénies, on peut pas juger de leur qualité respective. Mais là, elle a l'air d'être quand même assez robuste, cette phylogénie, parce que là, les couleurs, en fait, c'est de la géographie. Donc ça correspond au continent. Donc le jaune, c'est l'Europe, le vert, c'est l'Amérique du Nord, le rouge, c'est l'Afrique, et le bleu, c'est l'Inde. Et là, on voit que cette phylogénie, elle est très très structurée par la géographie, exactement comme on sait que la phylogénie des mammifères doit être structurée par la géographie. Donc je rappelle, les mammifères, vous avez les xénartres en Amérique du Sud, les Afrotheria en Afrique, les Boreotheria, les Laurasiatheria en Eurasie, et les Zooarchontoglyres, mes préférés, le nom le plus pourri possible, les Zooarchontoglyres en Amérique du Nord. Bon, et puis évidemment les monotrèmes en Australie. Donc on a une phylogénie des mammifères qui est très 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 fortement structurée par la géographie. Ça, on le sait sur la base de l'ADN. Et là, donc, on a une phylogénie des hyénodontes qui, sur la base de caractères morphologiques, n'aurait pas normalement de raison particulière d'être structurée par la géographie, et pourtant elle l'est. Donc c'est bien, c'est très bien. Ça veut dire qu'on peut s'y fier. En tout cas, ça veut dire qu'on a très envie de s'y fier. Et aussi, elle est intéressante parce que les taxons les plus anciens sont plutôt à la base. Hein, ceux du début de l'Éocène, vous voyez, ils sont plutôt à la base de l'arbre. Et ceux du Miocène, comme Simbacoubois, par exemple, Simbacoubois qui est par ici, ceux du Miocène et Sivapterodon, par exemple, vous voyez, ils sont ici tout en haut de l'arbre. Donc les taxons les plus anciens sont en bas de l'arbre, les taxons les plus récents sont tout en haut de l'arbre. Jusque-là, ça aussi c'est pareil, c'est une conséquence attendue d'une phylogénie relativement correcte. Donc ça y est, on l'a notre phylogénie, et là où elle est très intéressante, cette phylogénie, c'est aussi parce que justement au niveau de la géographie, elle nous montre un grand clade de hyénodontidés africains, à savoir qu'à une certaine époque, il y avait que les afrothères en Afrique, hein, notamment à cette époque, hein, du Paléocène jusqu'à il y a 21 millions d'années au début du Miocène. L'Afrique était complètement isolée, et il n'y avait pas de carnivores, en tout cas il n'y avait pas de carnivores rats. Les vrais carnivores qu'on a aujourd'hui, les félins, les félidés et les canidés, appartiennent au clade des carnivoras. Les ours appartiennent au clade des carnivoras. Tous les carnivores modernes appartiennent au clade des carnivoras. Les hyénodontidés, dont Bastétodon et Simbacoubois et Megistotherium font partie, ne sont pas des carnivoras.
C'est vraiment, c'est un autre clade, enfin c'est même pas un clade d'ailleurs, c'est un autre groupe qui s'appelle les Creodonta, qui n'est pas forcément un clade d'ailleurs. Donc bref, tout ça pour dire que c'est eux qui dominaient donc la niche écologique carnivore en Afrique et qui l'ont fait pendant tout le paléo, enfin la première partie, tout le paléocène et Ocène-Oligocène, donc tout le paléogène, la première partie du Cénozoïque. Et trêve de digression, j'en arrive au point. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voit plein d'événements de dispersion en fait en dehors de l'Afrique. Là par exemple c'est rouge, donc c'est africain, mais il y a une dispersion, bim, en Inde. Là, bim, c'est rouge, et pouf, ça devient jaune, dispersion en Europe. Là, boum, ça devient vert, dispersion en Amérique. Là, boum, dispersion de nouveau en Inde. Donc ça indique en fait l'existence de ponts continentaux entre l'Afrique et le reste du monde. Bon alors l'Amérique, il y a forcément eu un passage par ailleurs avant, hein, parce qu'on peut pas se téléporter. À l'époque, même en prenant en compte la dérive des continents, l'Afrique et l'Amérique, c'est assez peu probable quand même. Ceci étant dit, on a quand même les primates et les rougeurs qui, autour de 40 millions d'années, vont en Amérique du Sud, mais on n'a jamais trouvé d'hyénodonte en Amérique du Sud. Donc là, ce serait plutôt un passage par l'Europe, certainement, ou par l'Asie, avant d'arriver en Amérique du Nord, mais ils ne retrouvent pas vraiment. Il y a un clade juste à côté qui est en Europe, donc peut-être qu'il y a une petite incongruence ici niveau phylogénétique, mais rien de très inquiétant. Bref, il y a des échanges, quoi. C'est juste ça pour dire, c'est que en gros, ça indique que l'Afrique était pas si isolée que ça au Paléogène. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que justement, on est dans un contexte où on a les afrothères qui évoluent complètement en autarcie, en endémisme, dirait-on en termes biologiques. Mais cette étude, du coup, nous dit que cette autarcie, finalement, elle serait pas si opaque, enfin si imperméable que ça. Il y aurait eu des perméabilités entre l'Afrique et le reste du monde, notamment au niveau de la dispersion des hyénodontidés. Leur arrivée en Afrique, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais évidemment les hyénodontidés ne sont pas originaires d'Afrique à la base, ils sont originaires d'Amérique, d'après cette phylogénie. Donc les hyénodontidés originaires d'Amérique se seraient dispersés en Afrique au Paléocène. Et c'est de là que viendraient les carnivores qui ont chassé les afrothères pendant toute la première moitié du Paléogène. Voilà, et ça c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et puis évidemment, il y a plein de hyénodontidés en Europe, notamment en France, hein, qui ont été découverts dans divers gisements français comme Épernay. Bon, il y en a plein dans le bassin de Paris. Et pour terminer avec modéré ventre enthousiasme, Current Biology qui nous a annoncé la découverte de la peau d'un plésiosaure du Jurassique. Est-ce que c'est vrai? La réponse est oui. Est-ce que c'est aussi impressionnant que ça en a l'air? La réponse est mais. Alors oui, il y a des petits fragments de peau conservés ici, là et là. Voilà, il y a des petits fragments de peau qu'on vous montre, dont on vous montre les photos, voilà. Donc oui, il y a des fragments de peau qui sont conservés, mais ils sont pas foufous. C'est difficile déjà de déterminer qu'il s'agit vraiment de peau. Donc la plupart de l'immense majorité de cet article est dédié à la détermination de est-ce que c'est vraiment de la peau. Et une fois qu'ils ont conclu que c'était vraiment de la peau, ils disent bon finalement on n'en a pas partout sur tout le corps. Hein, en réalité, ils en ont surtout, comme je vous l'ai montré, hein, sur un bout de nageoire et sur un bout de la queue. Et cette peau, elle a des écailles à certains endroits, mais apparemment la peau est surtout lisse ailleurs. Donc il y a des mélanosomes, il y a des mélanophores, donc contenus dans des mélanosomes. Ça ne nous permet pas de déterminer de quelle couleur étaient les plésiosaures, puisque de toute façon ils sont pas assez bien conservés. Ça nous permet pas de dire s'il y avait une espèce de counter shading, donc c'est ce qu'on appelle le counter shading en anglais, à savoir c'est foncé au-dessus et clair en dessous, comme les orques par exemple. Ça nous permet pas de savoir ça parce qu'on n'en a pas partout sur le corps. Mais en gros, là où c'est intéressant, c'est qu'il y aurait eu des écailles à l'arrière des nageoires, parce que c'est à peu près le seul endroit qu'ils arrivent à bien étudier. Et ça peut avoir eu plusieurs effets, là, vous voyez, les écailles à l'arrière des nageoires ici. Ça aurait pu avoir plusieurs effets. D'une part, parce qu'à l'arrière des nageoires, vous avez une sorte d'effet de tourbillon hein, quand l'animal nage. Et cet effet de tourbillon, ça crée des contraintes et les écailles auraient pu aider à résister à ces contraintes. Ou alors, ça aurait pu servir à l'animal à ramper dans le fond des océans quand il se nourrissait de faune benthique. Et puis voilà. Ce sont les vraies conclusions de cet article.
Ça ne nous apprend rien sur la texture du corps, enfin des écailles sur tout le reste du corps, puisqu'on ne l'a pas. Ça ne nous apprend rien sur la couleur des plésiosaures, parce que voilà, les mélanosomes sont pas suffisamment bien conservés. On modère son enthousiasme. On modère son enthousiasme. On n'a pas encore découvert le grand secret de la peau des plésiosaures. Non, non, non. Alors, on arrête de modérer son enthousiasme. Maintenant, les vraies nouvelles qui sont vraiment super nouvelles, super intéressantes. Alors, les vraies nouvelles super intéressantes, bon, alors pas si nouveau que ça, mais on commence par une petite revue des cousins des ptérosaures, les ptérosauromorphes. Un petit passage en revue des ptérosauromorphes connus, avec une petite phylogénie qui nous rappelle, du coup, qui sont les cousins des ptérosauromorphes, et qui renforce l'idée en réalité que un groupe de la fin du Trias qui s'appelle les Lagerpetidés, donc vous avez une image là, hein, c'est-à-dire c'est des genres de machins qui ressemblent un peu à des dinosaures mais qui sont pas réellement des dinosaures. Pendant longtemps, on a considéré que ça ressemblait un peu à des dinosaures. C'est du bipède, c'est de l'archosaure bipède assez classique, assez plésiomorphe, hein, dans le sens assez primitif pour des archosaures de cette époque, quoi. Ils ont rien de spéciaux, c'est Lagerpetidés, en gros. Ils ont rien de très spéciaux. Certains ont un petit bec, certains ont des petites spécialisations écologiques, mais rien de très extraordinaire. Mais donc ces Lagerpetidés finissent dans leur phylogénie comme les cousins des ptérosaures au sein du clade des Pterosauromorpha, et ils insistent notamment sur un des représentants de ces Lagerpetidés, Venetoraptor qui nous vient du Carnien. Donc le Carnien, c'est le début du Trias supérieur, il y a environ 230 millions d'années, et ce Venetoraptor, il a de spécial, je rappelle, hein, parce qu'on en avait déjà parlé dans Paléonews, mais ce Venetoraptor, il a de spécial que son doigt numéro 4, donc l'annulaire, est plus allongé que tous ses autres doigts. Et ça, déjà, c'est le précurseur du doigt numéro 4 allongé des ptérosaures. Je rappelle que chez les ptérosaures, c'est le doigt numéro 4 qui porte la membrane, à lui tout seul. C'est comme les chauves-souris, mais sur un seul doigt, en gros. Et ce doigt, c'est l'annulaire. Et donc, ce doigt numéro 4, allongé chez chez ce Lagerpetidés en particulier, chez Venetoraptor, c'est ce qui l'unit aux ptérosaures. C'est ce qui fait de lui le groupe frère des ptérosaures. Et alors, ça peut paraître complètement... je veux dire, il est pas si allongé que ça, ce doigt numéro 4. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi est-ce que ça aurait la moindre significativité? Parce que chez les archosaures, le doigt numéro 4, on ne l'allonge pas, on le perd. C'est ça la grande tendance évolutive des archosaures. Chez les archosaures, sur les mains, on a tendance à perdre tous les doigts, sauf ces trois-là, le doigt 1, 2 et 3. Donc tout ce qui vient après le majeur a plutôt tendance à être réduit, voire perdu. C'est une tendance évolutive qui va s'accentuer chez les dinosaures d'ailleurs. Mais les crocodiles l'ont déjà aussi. Quand vous regardez la main d'un crocodile, c'est le doigt numéro 3 le plus long et les autres sont réduits. Et sur les pieds, pareil, on a plutôt tendance à avoir trois orteils, sauf que c'est ces trois-là. Donc c'est le doigt numéro 2, c'est l'orteil numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Donc les archosaures, ils ont une très forte tendance à la tridactylie. Donc voir le doigt numéro 4 s'allonger, même un tout petit peu, c'est très significatif chez les archosaures. Parce que ça va dans le sens complètement opposé à leur tendance évolutive. Et c'est un truc qu'on ne retrouve que chez les ptérosaures. Le doigt numéro 4 plus long que les autres, c'est un truc qu'on retrouve uniquement chez les ptérosaures au sein des archosaures. Donc c'est pour ça que Venetoraptor est considéré comme étant le groupe frère des ptérosaures. Donc c'est ce qu'on a de plus proche en fait d'un chaînon manquant entre l'archosaure de base, hein, comme je vous disais tout à l'heure, les Lagerpetidés c'est vraiment de l'archosaure de base, et les ptérosaures. Et donc on a une jolie petite représentation ici de notre Venetoraptor avec des plumes, parce que je le rappelle, apparemment, au moins avoir des plumes filamenteuses, donc ce qu'on appellerait des pycnofibres, mais bon, plumes filamenteuses c'est quand même moins technique comme terme, et puis ça insiste sur l'homologie présumée de ces plumes filamenteuses avec les vraies plumes des oiseaux. Donc avoir ces pycnofibres, ces plumes filamenteuses, c'est apparemment un caractère généralisé de tous
les dinosaures et de tous les ptérosauromorphes. Donc c'est un caractère ancestral de ce grand groupe-là qu'on appelle les avémétatarsaliens ou les ornithodires en fonction de à qui vous parlez, à savoir le clade qui unit les ptérosaures aux dinosaures. Enfin, les ptérosauromorphes aux dinosauromorphes. Donc ça, c'est un article qui vous rappelle tout ça, sorti dans un tout petit journal brésilien. Parce que va savoir pourquoi. Vous allez voir que c'est une tendance. Ce mois-ci, les grosses nouvelles sont sorties dans des tout petits journaux. Vous allez voir, il y en a une autre qui vient juste après, là, ça. Bon, il y a quand même des grosses nouvelles dans des gros journaux. Voici Nature, qui nous annonce la découverte en Chine, dans le Jurassique supérieur, d'un oiseau, d'un squelette d'oiseau. Alors, squelette d'oiseau qui a pas l'air très joli, là, il est sur cette plaque ici. L'espèce a été baptisée Baminornis zengensis. Et ce squelette d'oiseau, bon, on reconnaît déjà la belle fourche, ici, la furcula en forme de V, très typique des oiseaux, donc l'identification en tant qu'oiseau n'est pas du tout contestable, mais on reconnaît quand même les caractères reptiliens, à savoir les gastralies ici, et les doigts qui sont encore griffus, mais pas complètement séparés. Regardez que le doigt numéro 3 qui est en train de se fusionner au doigt numéro 2. Donc on est déjà en phase de fusion des doigts, même s'ils conservent encore leurs griffes. Les doigts sont en train de se fusionner là, au niveau de la main. Donc on est vraiment sur la lignée qui va mener aux oiseaux, mais qui est encore très dinosaurienne dans beaucoup de son anatomie, quoi. Et donc ce qu'il y a d'intéressant avec cet animal-là, ce Baminornis, c'est qu'il nous vient du Jurassique supérieur, donc il est à peu près aussi vieux que Archaeopteryx, mais contrairement à Archaeopteryx, il a un pygostyle. C'est cet os que vous voyez là, on voit bien les petites vertèbres ici, qui sont toutes fusionnées entre elles, et qui forment un pygostyle, donc l'équivalent du coccyx chez l'être humain, quoi. Et ce pygostyle-là, normalement, à la fin du Jurassique, on l'a pas. On l'a pas. Et le grand débat de cet article, c'est est-ce que ce pygostyle est une convergence évolutive ou pas? À savoir que Bamornis est beaucoup plus ancien que normalement les pygostyliens, c'est-à-dire les oiseaux qui normalement portent un pygostyle, comme il me semble Confucius ornis par exemple. Bon, il est beaucoup plus ancien que ces pygostyliens, il est beaucoup plus primitif dans beaucoup d'aspects de son anatomie, et pourtant, il a déjà un pygostyle. Donc la grande question, c'est est-ce que c'est une évolution convergente, puisqu'on a déjà constaté l'évolution convergente du pygostyle chez d'autres lignées de dinosaures, comme par exemple les oviraptoriens et les thérizinosauriens, je crois. Donc ils ont déjà des débuts de commencement de pygostyle à ce niveau-là, qui sont l'issue d'évolutions convergentes. En tout cas, c'est comme ça qu'on les interprète à l'heure où je vous parle. Et on sait pas. On sait pas. Est-ce que ce pygostyle est réellement l'ancêtre du pygostyle des oiseaux modernes, ou est-ce que c'est un pygostyle qui a évolué suite aux contraintes liées notamment à l'écologie très spéciale des oiseaux, à savoir qu'ils volent. Donc c'était certainement déjà un animal volant, ce Bamornis, ou un Baminornis, pardon. C'était certainement un animal au moins volant, sinon planeur. Et ça met des contraintes assez violentes sur les muscles des jambes qui s'attachent en partie à la queue, à la base de la queue. Donc le pygostyle est un point d'attache important pour certains muscles, ou en tout cas l'absence de pygostyle constitue une contrainte importante sur la résistance des jambes aux contraintes liées notamment à l'atterrissage, mais aussi à l'arboricolie. Donc bref, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et on ne sait pas, en tout cas l'article ne conclut pas sur est-ce que c'est une convergence évolutive ou pas, mais déjà on a quand même un animal avec un pygostyle à la même époque qu'Archaeopteryx. Vous imaginez? Donc ça veut dire, et c'est surtout ça qui est important, ça veut dire que la racine évolutive des oiseaux est beaucoup plus ancienne que ça. Elle est toujours chez les dinosaures théropodes évidemment, chez les paraviens, mais elle est beaucoup plus ancienne que ça. Même si Archaeopteryx est encore aujourd'hui le plus vieil oiseau connu, ça n'en reste pas moins qu'on s'attend à ce que le registre fossile un jour nous donne un oiseau encore plus ancien qu'Archaeopteryx, et ce Baminornis en est la preuve. Il en est la preuve. Il y avait déjà une belle diversité d'oiseaux au Jurassique supérieur, certains étant déjà très très dérivés. Mary Schweitzer, la chercheuse qui avait découvert des protéines
dans les os de dinosaures, a publié un nouvel article dans Scientific Reports. Elle a publié plusieurs nouveaux articles ce mois-ci, dont un dans Scientific Reports qui confirme la découverte de vaisseaux sanguins préservés à l'intérieur d'ossements de dinosaures. Alors contrairement à ce que disent les créationnistes, il suffit pas de foutre un os de dinosaure dans de l'acide pour en tirer une éponge gigantesque de vaisseaux sanguins. Même si techniquement c'est plus ou moins comme ça qu'on fait, mais bon, ça vous sort pas des vaisseaux sanguins parfaitement préservés. Vous voyez, c'est ça qu'on veut dire par vaisseau sanguin. Hein, c'est des fragments, des petits bouts de merde très fragmentaires. C'est extrêmement difficile de les mettre en évidence. D'ailleurs, on regarde la quantité de techniques qu'elle a utilisées. Voilà, la transmission, la microscopie par lumière transmise, la microscopie électronique à balayage, la transmission électron microscopie que je ne connais pas, la nanocomputed tomographie, donc ça c'est de la tomographie rayon X mais à taille nanoscopique, donc c'est quand même c'est un autre niveau de tomographie, hein, c'est pas votre scanner médical de l'hôpital du coin, de l'immunochemistry, donc histochemistry, donc on utilise des anticorps pour s'accrocher à certains éléments qu'on recherche à l'intérieur d'un échantillon, c'est ça, hein, donc des échantillons histologiques, d'où le nom immunohistochimie. Donc bref, il y a beaucoup de techniques qui sont employées pour bien mettre en évidence ces fragments de vaisseaux sanguins. Hein. On se contente pas juste de dire vous avez vu, quand on le dissout, il reste des tissus mous. Parce que on peut ces tissus mous, ça peut être des bactéries par exemple. Et d'ailleurs, ils en trouvent des bactéries. Mais justement, l'intérêt de cet article, c'est qu'ils ont pu identifier les bactéries et séparer les tissus bactériens des vrais tissus dinosauriens. Et donc c'est ça le gros truc de cet article. Le gros truc de cet article, c'est maintenant on peut séparer ça, on peut faire la différence entre toutes les fois où on s'est trompé en disant qu'on avait vu des tissus mous et toutes les fois où on s'est pas trompé. C'est ça l'intérêt de cet article. Et donc effectivement, on ne s'était pas trompé dans certains cas. Et là, en l'occurrence, ils ont pris plusieurs dinosaures de la fin du Crétacé, 4 tyrannosaures, un cératopsien et un hadrosaure, et tous ont donné des échantillons de tissus mous, des vaisseaux sanguins. Et ça, c'est super cool. C'est super cool parce que ça veut dire que la préservation des ossements d'il y a 70 c'est entre 66 du coup et 76 millions d'années, hein, puisqu'ils ont couvert une période d'à peu près 10 millions d'années dans leur échantillonnage. Donc entre 76 et 66 millions d'années, eh bien on a encore des petits fragments de tissu mou qui sont préservés, et ça c'est très positif pour le futur de notre discipline, et d'arriver à pouvoir, pourquoi pas, faire des séquençages plus importants, des séquences protéiques, pas encore de la génétique, faut pas déconner non plus, mais au moins des protéines de nos dinosaures favoris. Eh oui, eh oui. Et puis ça veut aussi dire, et ça c'est une des autres conclusions très importantes de cet article, ça veut surtout dire que on a beaucoup de présomptions sur ce qu'on appelle la vitesse de fossilisation. Et ça c'est une question qui revient très souvent d'ailleurs, on me demande combien de temps ça met un fossile à fossiliser. Enfin combien de temps ça met un os à fossiliser. La réponse c'est voilà. Et cet article vous le confirme. La réponse c'est on croit qu'on sait, mais en fait on sait pas. On sait pas. Donc ça peut prendre, comme je disais, tout dépend le niveau de pétrification que vous attendez d'un fossile. Si vous attendez un niveau de pétrification à 90%, je vous annonce que vos dents sont déjà fossilisées. Parce qu'elles sont déjà minéralisées à 90%, vos dents. Donc vos dents sont déjà des fossiles techniquement. Si vous attendez un niveau de minéralisation à 100%, sachez que même des fossiles qui ont plus de 60 millions d'années, 70 millions d'années, peuvent encore contenir des tissus mous non minéralisés. Donc si vous attendez un niveau de fossilisation à 100%, eh bien même un tyrannosaure n'est pas encore à 100% fossilisé. Sachez-le. Voilà. Et en fait, ce niveau de minéralisation, ce qui est important, hein, ce niveau de fossilisation, ce qui est très important, c'est surtout le niveau de destruction des tissus mous en réalité. À savoir que, c'est plus facile d'enlever d'un os tout ce qui est non minéral que de le transformer en pierre.
Bon, est-ce qu'il va faire la différence entre un os qui se transforme en poudre dès que vous le touchez et un fossile bien dur, bien solidifié, hein? Ça va être la vitesse à laquelle les tissus mous se barrent en cacahuète. Donc un bon fossile bien fossilisé, au contraire, on s'attend à ce qu'il y ait des tissus mous à l'intérieur parce que ça veut dire que la fossilisation a été très lente et n'a pas été trop destructrice au niveau des tissus mous. Ça veut dire que les tissus mous ont bien eu le temps de se transformer en roche, en minéral. Donc ça veut dire que la minéralisation a pris très 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 longtemps. Si tous les tissus mous ont été démolis, ça veut dire que l'environnement était au contraire très destructeur, a très rapidement détruit les tissus mous et que donc votre fossile va très facilement se transformer en poudre quand vous allez l'attraper. Donc c'est ça, en fait, les conclusions de cet article, elles sont complètement contre-intuitives, c'est-à-dire qu'un bon fossile est un fossile qui a minéralisé très lentement et qui du coup peut contenir encore des tissus mous. Et donc n'est pas complètement fossilisé. Patatras. Et là, c'est le drame. C'est beau, c'est beau. Et tout ça, c'est de la taphonomie, mesdames et messieurs. C'est un truc, rien que le nom, déjà, t'as envie de dormir, la taphonomie. C'est de la taphonomie, et c'est fascinant, la taphonomie. Faut aimer la taphonomie, aimer la taphonomie. C'est un ordre. Et d'ailleurs, en parlant de tissus mous préservés, on annonce pour la première fois la découverte de protéines découvertes dans des fossiles d'Australopithecus. Et ça, c'est annoncé dans un petit journal sud-africain, Journal of South African Science. Attendez, je vérifie que c'est bien ça. Ouais, South African Journal of Science, pardon. C'est dans cet ordre-là. Donc le journal de la science sud-africaine nous annonce, pépouze, la découverte de protéines chez Australopithecus. Bon alors, la raison pour laquelle c'est dans South African Journal of Science et pas dans Nature, c'est parce que South African Journal of Science a fait un numéro spécial pour le centenaire de l'enfant de Tong, donc l'holotype d'Australopithecus africanus, le premier australopithèque jamais découvert. Ce n'était pas Lucie, c'était l'enfant de Tong en 1924, donc bien avant Lucie, 50 ans avant Lucie. Donc ils ont fait un numéro spécial et c'est pour ça que ça se retrouve publié dans ce numéro spécial et pas dans un plus gros journal comme Science ou Nature. Mais c'est définitivement un truc qui aurait pu être publié dans Science ou Nature. Donc c'est un tout petit bout de dent, qui dans son émail bien dur et donc bien conservé, a préservé un petit peu de protéines et ils ont notamment découvert dans ces protéines la protéine de l'émail Y, donc amélogénine Y parce que c'était un garçon. Et oui, sachez que dans vos dents, il y a des protéines qui sont sexe dépendantes. Ouais, moi aussi ça m'a un peu secoué. Donc dans votre émail, il y a des protéines qui sont sexe dépendantes, qui dépendent de vos chromosomes sexuels. Il y en a une qui s'appelle la protéine de l'émail Y, en gros, amélogénine Y. Et donc, Mazel Tov, c'est un garçon. STS 63, là, ce bout de dent, c'est un garçon. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, oui, on découvre maintenant, c'est la deuxième fois, en 2 ans, qu'on commence à découvrir des protéines dans des restes fossilisés des grottes de berceaux de l'humanité. Et notamment dans la première fois c'était dans un Paranthropus, et maintenant on en a dans Australopithecus. L'ère paléogénétique, enfin en tout cas paléoprotéomique, arrive. Elle arrive et elle va nous chambouler nos tronches. D'ailleurs, l'article, j'y pense, mais l'article sur Paranthropus, il me semble, on l'avait abordé, mais à l'époque il n'était pas encore sorti, il était encore en préprint. Donc techniquement, cet article est le premier publié à rapporter la découverte de protéines de paléoprotéines dans des restes d'un hominide ancien du berceau de l'humanité. Et je rappelle qu'en parallèle, depuis 2018 ou 2019, je crois, on a découvert aussi des protéines qui ont 3 millions d'années dans des autruches qui viennent d'Afrique de l'Est. Donc potentiellement aussi, pareil, il y a moyen de découvrir des protéines dans les fossiles d'hominidés d'Afrique de l'Est aussi. L'ère paléoprotéomique arrive, mesdames et messieurs. Bientôt, la phylogénie des homininés anciens, des australopithèques et des paranthropes sera moléculaire, les gars.
Ça va secouer. Ça va secouer. Et on termine ce Paléo News avec, sans transition du tout, un article dans Oikos, une revue que je ne connais pas parce que c'est une revue d'écologie, mais qui nous parle en gros de la mégafaune, du Pléistocène, du Pliopléistocène. Rien de fascinant jusque là, mais en fait c'est un article qui nous rappelle que nous là, toutes nos lois là, en plus il nous met bien des chercheurs victoriens là, donc toutes nos lois entre guillemets de l'écologie qu'on a élaborées depuis Charles Darwin et même avant ça, elles sont élaborées sur une faune qui n'est pas du tout représentative de ce que devrait être une faune en bonne santé. La mégafaune s'est éteinte il y a 10 000 ans. Et on continue l'extinction de la mégafaune depuis, d'ailleurs, mais la mégafaune, ça fait 10 000 ans qu'elle a disparu. Donc l'écosystème sur lequel on a établi notre compréhension de l'écologie aujourd'hui est déjà un écosystème en crise. Et là, notamment, c'est un article qui est surtout basé sur les communautés de plantes et notre compréhension des communautés de plantes. Et il y a plusieurs aspects dans lesquels la mégafaune a un fort à faire avec les communautés de plantes, notamment la dispersion des graines. Je rappelle par exemple les avocats. Les avocats, ce sont des gros fruits que rien ni personne aujourd'hui ne peut digérer. Rien ni personne aujourd'hui ne peut digérer. Mais à l'époque, avant que l'être humain évidemment se mette à les cultiver, j'entends, à l'époque, il y avait des mammouths, pas en Amérique du Sud, pardon, il y avait des mastodontes en Amérique du Sud, pas des mammouths. Il y avait des mastodontes en Amérique du Sud, et il y avait des paresseux géants, et il y avait des glyptodontes, il y avait de la mégafaune qui était capable d'aller attraper ces fruits d'avocatiers, de les bouffer, et de disperser les grosses graines qui viennent après. Parce que aujourd'hui, il y a plus rien qui digère une graine d'avocatier. Il faut qu'il y ait un humain, et les humains, ils doivent faire une encoche à l'intérieur de ces graines pour que la graine puisse germer. Naturellement, il n'y a rien qui est capable aujourd'hui de faire cette encoche. Par contre, par le passé, les sucs digestifs de cette mégafaune étaient capables d'affaiblir la coquille qui entoure les graines d'avocatier, et donc étaient capables de disperser leurs graines naturellement. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de la dispersion qu'un mastodonte ou qu'un paresseux géant pouvait faire des graines d'une espèce de plante en particulier, l'avocatier. Mais ça s'applique certainement à plein d'autres organismes, plein d'autres plantes. Et ça pouvait être des dispersions sur très longue distance. Si ces mastodontes et ces paresseux étaient capables de migrer comme les éléphants sont capables de migrer aujourd'hui, là, 30 km par jour, ils auraient pu faire disperser ces plantes-là sur de très longues distances. Donc l'écologie des plantes sud-américaines d'aujourd'hui dépendait d'animaux qui n'existent plus, et de fait notre compréhension de cette écologie est impactée par l'absence de ces animaux-là. Un autre truc, c'est le concept de la jungle impénétrable. Ça, j'ai beaucoup aimé ce paragraphe qui est quelque part par là. Le concept ici, voilà, de la jungle impénétrable, donc la végétation climactique. Si vous avez fait un petit peu d'écologie, normalement vous êtes familier de ce concept-là. Le climax d'une végétation, c'est quand la forêt s'établit. Enfin, c'est la forêt entre guillemets permanente qui s'établit, la forêt en bonne santé. Entre guillemets, ce qu'on appelle une forêt en bonne santé, entre guillemets, en fait, c'est un écosystème malade. C'est un écosystème malade parce qu'il n'a plus de méga-herbivores. La forêt impénétrable n'existe pas en temps normal. La forêt impénétrable n'existait pas au Pléistocène. Et ça, c'est un truc qui ça m'a pris comme un coup de pied dans les roubignoles. Un coup de pied dans les noisettes. La forêt climactique, ça n'existe pas. Donc en fait, ce qu'on appelle, nous, une forêt en bonne santé, en fait, c'est une forêt qui, selon les standards du Pléistocène, serait une forêt de chiottes. Une forêt impénétrable, ça n'existait pas au Pléistocène. Le vrai message de cet article, c'est notre compréhension de ce qu'est un système en bonne santé est déjà en soi un écosystème malade. Badaboum. Badaboum. Donc je vous invite à lire cet article parce que pou dans ta face. pou dans ta face. Évidemment, vous allez penser à l'exemple de Yellowstone, qui était
Yellowstone, on s'imaginait que tout allait bien dans le meilleur des mondes, et non, en fait, la bonne réponse, c'était il fallait réintroduire des loups. Et en réintroduisant des loups, pouf, la forêt s'est répandue. Parce que les loups se sont mis à bouffer les grands herbivores qui bouffaient la forêt. Donc c'est un autre exemple d'un effet inattendu, en fait, de la mégafaune et de son intégration au système écologique, c'est que réintroduire des loups, ça a un effet sur la mégafaune qui a un effet sur la forêt. Voilà, c'est ça. Et l'écologie, c'est tout des trucs, des niveaux d'interaction hyper compliqués comme ça. C'est fascinant. J'adore. Allez-y, les yeux fermés mais ouverts pour pouvoir lire une fois de plus. Voilà, c'était Paléo News. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien. Et je vous dis à très bientôt.